Bonsoir, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Nous sommes le mercredi 24 juin, voici les titres de cette édition. En ces jours de chaleur, elles sont les bienvenues. Les piscines ont été autorisées à rouvrir avec la nouvelle phase de déconfinement. À Montigny-le-Bretonneux, on se prépare pour accueillir à nouveau le public à partir de demain. Reportage. Et garder son logement au frais pendant l'été, faire des travaux de rénovation énergétique, quelques-uns des sujets des webinaires organisés par l'Alexsky. L'agence locale de l'énergie et du climat a repris ses activités. La crise sanitaire a-t-elle fait prendre conscience aux Saint-Quentinois de l'urgence climatique? Élément de réponse. Et puis ils sont de retour chez eux. Les stars de l'équipe de France ont retrouvé le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines la semaine dernière. Pour reprendre l'entraînement, un protocole strict a été mis en place. Alors que les températures atteignent des sommets en termes de chaleur, leurs réouvertures vont apporter un vent de fraîcheur. Depuis le 15 juin, les piscines ont la possibilité de rouvrir, moyennant des mesures sanitaires pour accéder au bassin. Au centre aquatique du lac de Montigny-le-Bretonneux, tout a été préparé pour accueillir les nageurs. Le reportage de Mathilde Demilly. Il n'y aura que 100 places disponibles dans les bassins pour des créneaux de 2 heures. Le centre aquatique du lac a revu toute son organisation et a installé un protocole strict. Pour l'entrée, nous mettons à disposition cette zone-là de cabine. On voit au sol le marquage pour respecter la distance. Le cabinier, après avoir désinfecté la cabine qui viendra d'être utilisée, permettra au nouvel usager d'y accéder. La personne se change, on la retrouve de l'autre côté. Pour accueillir les nageurs, des cabiniers ont été mis à disposition pour les guider jusqu'au vestiaire. Une fois changés, ils sont ensuite emmenés jusqu'aux douches et au bassin. Les gens qui pourront venir devront au préalable s'inscrire. Donc nous avons dû aussi mettre en place sur le site internet une grille d'inscription qui leur permet de venir. Et puis nous avons privilégié évidemment le passage des personnes de Montigny et de voisins qui sont les deux copropriétaires de l'établissement. Pour une ligne d'eau, il faudra compter 6 nageurs maximum. Le bonnet de bain qui est obligatoire doit être systématiquement plongé dans du désinfectant avant d'être utilisé. Et les serviettes doivent être placées dans les gradins à des endroits précis. De tout temps, même en dehors de la Covid, l'eau est désinfectée et désinfectante. Nous avons fait le choix que ce soit par le chlore. Et donc en l'occurrence, à aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui pourrait démontrer qu'il y aurait des risques potentiels à pratiquer la natation dans un espace aquatique et ludique comme celui-ci. La piscine accueillera donc jeudi 25 juin les nageurs. Quant aux salles de fitness et de musculation de l'espace forme du centre, elles rouvriront à partir du lundi 29 juin. Et alors que les déplacements ont repris un rythme quasi normal et que la température devrait atteindre 35 degrés demain en Ile-de-France, un pic de pollution est prévu dans la région pour la journée de jeudi. Air Paris, l'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air sur le territoire, annonce un épisode de pollution à l'ozone avec un dépassement du seuil d'information. L'agence régionale de santé préconise de limiter les sorties et sports intenses en plein air pour la journée de demain jeudi. Une question alors que la pollution fait son retour. Le confinement et la crise sanitaire ont-ils fait prendre conscience de l'urgence climatique? Nous avons posé la question à l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. L'Alexsky a repris ses activités. L'entretien est mené par Nicolas Dandry. Avec nous, Sébastien Mélé, directeur de l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines, plus connue sous le nom de l'Alexsky. Bonjour. Bonjour. Alors l'Alexsky, c'est une association créée en 2001 par la communauté d'agglomération. Leur mission, c'est informer, sensibiliser, accompagner les habitants, les entreprises et les collectivités sur les questions de transition environnementale. Alors comment s'est passé le déconfinement avec vous et comment avez-vous repris votre activité? Alors très progressivement, évidemment. Nous, on a la chance à l'agence de ne pas avoir vraiment stoppé l'activité. C'est-à-dire que l'été, c'est une période propice au bilan. On est plutôt, nous, en grosse activité sur la période hivernale, la période de chauffe. C'est là où on est en visite, où on est le plus sollicité par les particuliers. Donc, on a pu tous faire usage du télétravail et notamment maintenir un certain niveau de permanence. Donc, les permanences physiques en rendez-vous ont bien évidemment été stoppées. Néanmoins, on a conservé, on a innové aussi, on a découvert les permanences en visioconférence et on a continué à assurer le service au moins téléphonique. Vous avez organisé différents webinaires notamment. Tout à fait, ne pouvant pas toucher ou informer via nos ateliers habituels les particuliers et les usagers du territoire, on a trouvé une solution qui est
pas très original pour cette période-là, mais qui est le webinaire, qui ont assez bien marché. On a fait le plein à chaque fois d'inscrits par rapport à, on va dire, des bonnes capacités pour pouvoir échanger. Puis ils sont visionnables sur le compte YouTube de la LEC. Donc n'hésitez pas aussi, si vous n'y avez pas assisté, à les visionner. C'est les webinaires d'information sur les grandes caractéristiques de nos missions, que ce soit sur la rénovation ou sur des éco-gestes qu'on peut appliquer tous les jours. Alors l'une des thématiques justement que vous avez abordées lors de ces webinaires, c'est les astuces pour conserver son logement au frais. Et ça tombe bien parce que cette semaine, le thermomètre dépasse les 30 degrés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques astuces et donner quelques astuces aux téléspectateurs pour conserver leur logement au frais face à ces hautes températures ? Oui, tout à fait. On a même eu des informations pas très bonnes sur l'Arctique. On a atteint des records à 37-38 degrés ces derniers jours. Malheureusement, ça fait que confirmer les scénarios du GIEC, même peut-être les plus optimistes. Les astuces pour le logement pour rester au frais, je dirais que la première, c'est d'avoir déjà un logement bien isolé. Un logement bien isolé, c'est la garantie de conserver un certain niveau de fraîcheur dans le logement. Sans engager de travaux ou en attendant, il y a quand même des astuces. C'est déjà se protéger, enfin ventiler, aérer, faire une circulation d'air, et puis se protéger en fait du soleil. C'est les rayons du soleil qui apportent aussi la chaleur, donc fermer les rideaux, des choses comme ça. Bien s'hydrater, ça permet aussi tout simplement de mieux tenir la chaleur. Il y a des paramètres de santé qui sont très fortement liés à ces paramètres caniculaires ou de confort. Alors pour revenir à la crise sanitaire, on l'a vu, cette pandémie a entraîné un choc économique. La priorité des gouvernements dans le monde entier aujourd'hui, c'est la relance économique, une relance qui se veut parfois verte pour assurer aussi une transition environnementale. Comment vous, au quotidien, vous agissez auprès des entreprises pour justement les accompagner dans cette transition environnementale ? Alors c'est une de nos missions, effectivement. C'est déjà travailler sur la maîtrise de l'énergie. On suit à l'ALEC ce qu'on appelle la démarche Négawatt, qui est une démarche tout simplement de bon sens, qui a été conçue par un panel de scientifiques de l'association Négawatt qui se décline en 3 volets: sobriété, efficacité, renouvelable. Le premier poste, c'est d'abord la sobriété. Supprimer les gaspillages. Donc c'est sur ce poste-là qu'on va travailler en priorité. Ça passe par la maîtrise de l'énergie, le suivi de la maîtrise de ses consommations d'énergie aussi. Donc le premier accompagnement qu'on peut proposer aux notamment petites entreprises, c'est travailler sur ces postes de maîtrise des consommations énergétiques. Ça fait diminuer les charges, ça va être sur les factures d'électricité, ça peut être l'éclairage dans une boutique. Donc là, on a un certain nombre d'actions qu'on peut proposer aux TPE sur une partie de notre territoire. Il faut voir que la reprise, si elle peut se faire d'une manière un peu plus verte, comme vous dites, plus en adéquation avec la transition énergétique, c'est surtout une opportunité au niveau de l'emploi. Il y a aujourd'hui beaucoup d'emplois qui restent à créer et beaucoup d'opportunités économiques. Donc c'est un vrai levier de relance à cette transition énergétique. Pour conclure, peut-être qu'on ne le voit pas encore, mais croyez-vous que cette urgence sanitaire qu'on a connue ces derniers mois va permettre de prendre conscience, ou en tout cas de renforcer la prise de conscience autour de l'urgence climatique ? D'une certaine manière, oui. Alors sur l'urgence climatique, peut-être pas directement pour les moins convaincus, mais en tout cas, elle a mis en avant cette période qu'on vient de passer. Elle a mis en avant des nouvelles possibilités, que ce soit en termes de consommation, en termes de vie ensemble, au niveau de la santé aussi, des nouvelles préoccupations qui vont rejoindre de toute façon les thématiques climatiques qui sont très transversales et très globales. Quand on parle de changement climatique ou de transition écologique ou énergétique, on touche en fait à tous les domaines, que ce soit le bâtiment, la rénovation, avec les entreprises. C'est un de nos gros sujets aussi, notamment via la plateforme Repère Habitat et puis les missions de conseil, mais ça passe aussi par des questions de santé, de mobilité. On a pu mesurer concrètement l'impact d'un changement assez radical de mobilité aujourd'hui sur nos territoires. Ça, c'est vraiment très transversal, ça touche tout. Donc je pense que chacun, en fonction des thématiques qui lui sont peut-être les plus chères, auxquelles il sera le plus sensible, va trouver matière à progresser dans la transition énergétique. Merci Sébastien Mélé. Merci à vous. Directeur de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines.
L'actualité, c'est aussi le scrutin des municipales J-4 avant le second tour ce dimanche. D'ici là, présentation des candidats engagés. À Trappes, ils sont 3, avec notamment Othman Nasrou, tête de liste d'engagement Trappes Citoyen, deuxième après le premier tour. Nous lui avons donné 2 minutes pour vous convaincre. La liste d'union locale que je porte avec Mustapha Larbaoui, c'est une vraie liste de rassemblement. Je sais que certains veulent faire de cette élection un débat uniquement entre la droite et la gauche, sauf que nous, on a construit quelque chose qui dépasse très très largement le clivage droite-gauche, avec des gens de toute sensibilité. Mustapha Larbaoui est d'une sensibilité politique qui n'est pas la mienne, et pourtant nous sommes réunis avec un vrai projet sur les dossiers. Parce qu'en réalité, on a face à nous 2 candidats issus de la majorité sortante, d'une majorité qui se déchire, mais qui ont tous les 2 été aux responsabilités et qui sont tous les 2 en échec sur un certain nombre de sujets. Je pense par exemple à l'arrêt de la bétonisation de Trappes qui s'est énormément densifié ces dernières années. Je suis le seul candidat à avoir voté contre les opérations de promotion immobilière qui poussent partout dans la ville sans que l'on n'ait plus aucun espace vert, aucun espace de stationnement, et aujourd'hui on a un quotidien de plus en plus difficile. Je pense aux services de proximité. Le tout n'est pas uniquement d'avoir des beaux slogans à la bouche, mais en matière de santé, il a fallu que ce soit la région, à ma demande, qui vienne financer le cabinet médical qui a ouvert au Merisier. Et nous aurons demain un cabinet médical, une maison de santé pluridisciplinaire du même type au quartier Jaurès, où il n'y a plus aujourd'hui aucun médecin généraliste. Je pense à la fiscalité, là aussi, de manière très concrète. On a la 2e taxe foncière la plus élevée des Yvelines. Nous la baisserons. Elle a augmenté de 10% à Trappes en 2015. Les 2 adversaires ont voté main dans la main cette augmentation. Naturellement, nous reviendrons à un niveau beaucoup plus convenable. Donc, vous le voyez à chaque fois sur des sujets très très concrets, très pratiques. Nous avons un projet cohérent, constant dans le temps et la capacité de le mettre en œuvre et de le financer. C'est quelque chose que nous ferons ensemble, je crois, c'est relancer la concertation avec les trappistes. La concertation d'abord sur l'école. Parce que je l'ai dit, nous reviendrons à la semaine de 4 jours, mais tout cela s'organise et nous voulons le faire dans le dialogue avec la communauté éducative, les parents d'élèves et les enseignants. C'est un dialogue qui a beaucoup manqué à Trappes ces dernières années. Et bien sûr, la concertation, c'est aussi avec les comités de quartier, sur les derniers grands projets de rénovation qui restent. Je pense à Camus, je pense à Cité Nouvelle à Barbus, je pense à la N10, sur laquelle il y a encore beaucoup d'aménagements à faire pour améliorer réellement la qualité de vie. Reprendre le dialogue avec les trappistes dans l'apaisement, dans la sérénité et aussi surtout dans le rassemblement. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde pour faire réussir Trappes. À Villepreux, 3 candidats également en vue de ce second tour, notamment Jean-Baptiste Amonique, arrivé en tête le 15 mars dernier. Il mène la liste Villepreux naturellement. 2 minutes également pour lui afin de vous convaincre. C'est une liste qui s'est constituée en septembre dernier, qui est restée unie et solide pendant tout le temps de la campagne et du confinement. Une liste plurielle, une liste qui rassemble à la fois des anciens élus et des Villepreusiens engagés dans le monde associatif ou tout simplement engagés sur la ville dans diverses activités, qui avaient l'envie de se retrouver et de partager un projet commun pour la ville. Donc une liste plurielle, je le disais, expérimentée et plein de compétences. Et à l'image surtout représentative de l'ensemble des Villepreusiens et des habitants de la commune. Notre programme, on entend aujourd'hui en sortie de crise parler de la ville de demain et des différentes transitions qu'il faudrait engager, transition écologique, sociale, solidaire, économique notamment. Toutes ces transitions-là, nous les avions déjà prévues dans notre projet, dans notre programme initial de premier tour, donc il est évidemment toujours d'actualité. Je pense au développement des circuits courts, je pense à une alimentation durable, je pense également au télétravail. On avait prévu dans ce projet de créer un espace de coworking de télétravail, c'est évidemment toujours d'actualité, ou aussi une maison de service public qui servira aussi maintenant dans l'après-crise à accompagner les demandeurs d'emploi et aussi tous les acteurs économiques qui ont besoin d'accomplir des démarches administratives pour leur relance et leur reprise d'activité. Alors la première décision, ça sera de faire face à la crise et ça sera de répondre à la fois aux préoccupations du quotidien des Villepreusiens, mais aussi de se projeter sur l'avenir très proche, à commencer par la rentrée scolaire de septembre, qui sera un défi et un enjeu aussi pour nous au niveau local avec le retard de l'école des Hauts-du-Moulin, donc il va falloir s'adapter à cette question-là. On va lancer aussi une conférence locale des solidarités pour inventer de nouvelles solidarités, pérenniser des solidarités qu'on a pu voir émerger pendant le confinement et qui convient aujourd'hui de pérenniser, notamment à destination des
personnes fragiles et isolées. Et puis évidemment, on apportera tout notre soutien aux acteurs économiques et associatifs dans leur reprise d'activité. Et ne manquez pas un nouveau numéro de nos débats en vue de ce scrutin des municipales. Ce mercredi soir, c'est avec les candidats pour la ville de Guyancourt. Débat à voir sur TV78 et à écouter aussi sur Radio Sensation Yvelines, fréquence 98.4. Le point à présent sur l'épidémie de coronavirus qui a fait dans le département 516 victimes, soit 2 supplémentaires en 24 heures. Les derniers chiffres communiqués hier par Santé publique France sont encore sur une pente descendante. 408 patients étaient hospitalisés hier sur le territoire, 23 en moins entre lundi et mardi. 23, c'est aussi le nombre de patients toujours en réanimation, une statistique stable. Depuis le début de la crise sanitaire, 2108 personnes ont été guéries de la Covid-19 après un passage à l'hôpital sur le territoire. Bien que l'épidémie soit en recul, le respect des gestes barrières reste la meilleure solution pour contrer ce virus, notamment porter un masque qui est encore vivement recommandé dans l'espace public. À Saint-Cyr-l'École, la municipalité a mis en place la masque mobile. Une camionnette sillonne les quartiers de la ville pour remettre des masques aux habitants. Hier, mardi, la distribution se déroulait rue Gérard Philippe, Lucien Sampey et Pierre Courtade. Environ 100 masques sont remis à chaque tournée pour un total de 3000 protections distribuées pour cette opération. Les propos recueillis par Mathilde Demini. On charge les masques, donc on tourne une demi-heure dans le quartier, ensuite on se pose à un point. Les gens viennent, donc soit ils sont déjà inscrits sur l'application, soit ils ne le sont pas et on le fait directement. Donc il faut venir avec des documents et on leur donne leur masque. Pourquoi vous êtes venu jusqu'à la masque mobile aujourd'hui ? Pour chercher des masques, pour se protéger et protéger les autres. On est 3 grandes personnes, plus de 2 ans à la maison. On les utilise pour les transports, quand on se retrouve tous au magasin. Le Front commun des 12 maires de Saint-Quentin en Yvelines, le 10 juin dernier, ils ont écrit un courrier au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. L'objet, demander de renforcer l'arsenal juridique et législatif contre les rodéos urbains. Les élus demandent également à être reçus sur le sujet afin de témoigner de leur expérience de terrain. Avec le confinement, le phénomène se serait amplifié dans les villes, mettant à mal sécurité et tranquillité publique. Fin mai, Christophe Castaner avait annoncé de son côté le lancement d'un plan d'action pour lutter contre les rodéos urbains. Le sport avec ce retour pour les pistards de l'équipe de France au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Ils ont repris l'entraînement la semaine dernière après 3 mois d'arrêt. Et pour permettre ces retrouvailles, un protocole strict a été mis en place. Les détails de Mickaël Elmidoro. L'équipe de France de retour au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Les pistards tricolores pas encore au complet peuvent de nouveau s'entraîner depuis ce jeudi 18 juin sur la piste. Les premiers coups de pédale après 3 mois d'arrêt. Je suis super contente, franchement, ça fait vraiment plaisir de retrouver tout le groupe, les coéquipiers, les coachs, le staff, ça fait vraiment du bien. Ça faisait bizarre parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas roulé sur la piste, de rouler en haut avec l'inclinaison, ça fait un peu pas peur, mais on appréhende un peu la première fois, même si ça se passe toujours très bien. Le premier virage, ça fait un peu bizarre, mais au bout de 2 efforts, c'est comme si on n'était jamais parti. Pour reprendre en toute sécurité, un protocole strict anti-Covid-19 a été mis en place dans la structure. On a le port du masque, bon là on l'a pas parce qu'on est sur notre vélo, mais les entraîneurs ont les masques. Quand on arrive, quand on entre dans le vélodrome, c'est désinfection des mains. On a le port du masque pour voyager entre les vestiaires, les salles, tout ça. On a chacun notre table, chacun notre emplacement qu'on change pas. Et voilà, après on nettoie à chaque fois quand on arrive, quand on repart. Les pistards de l'équipe de France attendent maintenant une clarification sur le calendrier des compétitions internationales. Les sportifs pourraient ne pas courir avant la mi-octobre, date des prochains championnats d'Europe sur piste qui devraient être organisés en Bulgarie. Allez. Une autre reprise, celle des salles de cinéma autorisées à rouvrir depuis lundi dernier. L'occasion rêvée pour nous de vous proposer à nouveau notre rubrique hebdomadaire dans les salles. Pour cette première post-confinement, Patrick Jacques de Dixmude est allé à la rencontre du Grenier à Sel-Attrape où les projections reprendront la semaine prochaine.
Bonjour à tous, vous avez tous remarqué, ça y est, c'est la réouverture des cinémas. Au Grenier à Sel, nous avons décidé de rouvrir le mardi 30 juin à 20h45. Pour cela, nous vous avons concocté un petit programme spécial. Nous avons une avant-première donc le 30 juin à 20h45. Il s'agit du film Voir le jour, un film de Marion Laine avec Sandrine Bonner et Horatica. C'est un film qui se passe dans le milieu médical avec une des infirmières en maternité. Et donc avec tous les sujets qu'on a pu voir ces derniers temps, ça tombe à point nommé, ça va nous donner du grain à moudre pour notre réflexion et c'est super. Donc ce sera mardi 30 juin à 20h45. T'es au courant? De quoi? Il a survécu mais l'autre pas. T'avais pas lu son dossier? Bon, Marie-Claude, tu sais comment c'est quand même. Ouais, je sais. C'est Sylvie qui était de garde? Oui, c'est elle, oui. Il a raison de porter plainte parce qu'il y en a marre de ces conditions. De toute façon, pour l'instant, c'est moi qui leur sers de bouc émissaire, donc alors. Bon, ça va, depuis le temps que tu travailles, t'as l'habitude, non? Non, je m'habitue pas. En ce qui concerne les conditions sanitaires, maintenant le port du masque est obligatoire dans les halls et dans les circulations, dans l'espace de circulation. Donc pour aller aux toilettes, pour vous déplacer, il faut un masque, c'est obligatoire. Et nous n'en avons pas, nous n'en fournissons pas, donc pensez à avoir le vôtre, sinon vous ne pourrez pas rentrer. Il faudra laisser un fauteuil libre autour de vous, à droite et à gauche, que vous soyez, si vous êtes en famille, ça sera à gauche et à droite de votre famille. Voilà, donc nous vous donnons rendez-vous mardi 30 juin pour la grande réouverture du cinéma Le Grenier à Sel. À bientôt. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.